Écoutez, je pense pas que ce que j'ai fait, c'était bien. Je dis juste que des fois, la vie te force à faire des choix et que ces choix peuvent mener à des conséquences. Et que malheureusement, des fois, ces choix, c'est de savoir si tu dois faire le mal pour, dans l'absolu, faire le bien. Et c'est le fait de peut-être pas sentir que moi, j'ai ce choix-là qui me donne un gros vide en dedans. Bon, pour la dernière fois, je suis pas un psychiatre, je suis pas un thérapeute, je suis un avocat dont vous avez vraiment besoin parce qu'on vous pointe du doigt pour le meurtre de 18 personnes. Hein? Oh oui, ça, je l'ai totalement fait. Quoi? Attendez, c'est vrai? Bah oui, comme je vous ai dit, des fois, la vie vous force à faire... Non, la vie vous force pas à faire du mal aux gens. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. Mais il y avait un contexte aussi. Ouais, c'est ça, vous le direz au juge, ça. Bon, bref. Quel contexte il peut bien y avoir eu? Bon, le premier, il est venu chez moi au milieu de la nuit avec ses deux complices. Et malheureusement, je les ai tués en légitime défense. D'accord, déjà là, c'est compliqué, mais on peut peut-être s'en sortir. Et pendant le combat, le voisin, il est arrivé et c'est vraiment pas clair qui l'a poussé dans l'escalier et lui a fracturé la nuque. Ok, ça va être difficile, mais au moins ça explique les 4 premiers meurtres. Et les 14 autres, c'était quoi? Ça, je l'ai fait en pleine rage meurtrière parce que j'avais pris goût au sang humain. Vous faites face à la peine de prison à vie. Vous faites peut-être même face à la peine capitale. Hein, quoi? 12 fois. Ça fait 4800 ans de prison. Ils ont le droit d'additionner des peines de prison à perpétuité comme ça? Oh que oui, c'est possible. Ed Kemper, vous devriez le googler. Mais je veux pas aller en prison, moi. Qu'est-ce que je peux faire? Honnêtement, je regarde votre dossier et je me dis que même un vrai avocat pourrait pas vous sauver. D'accord, mais et si j'étais une chouette? Quoi? Une chouette, là, le gros oiseau nocturne qui... Non, je sais ce que c'est une chouette, mais faites-moi confiance, vous présenter en cours sous votre fursona ne va rien arranger. Non, ça je m'en doute, mais ça prouverait que des fois, écrire un méchant sous forme animale, ça permet de justifier certains comportements. Ah merde, on est dans une vidéo analyse du mal de Alice Sabatin. Salutationalisation et bienvenue à ce 40e épisode d'Analyse du mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. 40 épisodes, nous y voici 40 ans, un peu plus d'1 an et demi. Et si vous vous posez la question, oui, j'ai déjà quelque chose en tête pour le 50e épisode. Si vous voulez pas le rater, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre méchant on devrait parler, le tout bien sûr avec le hashtag Analyse du mal comme d'habitude. Rappelez-vous aussi de nous suivre sur Instagram, le lien est dans la description, c'est le meilleur moyen de communiquer avec moi et d'avoir des petits teasers pour les futures vidéos. Et méchant préféré il y a parce qu'aujourd'hui, on parle d'un personnage assez particulier. Vous savez, contrairement à ce qu'on peut penser, un méchant qui vous reste pas en tête, c'est pas forcément un mauvais méchant. On a tendance à dire qu'un antagoniste qui reste en tête des spectateurs, c'est un bon antagoniste. Non, c'est pas vrai, moi, j'ai tendance à dire ça. Mais après tout, c'est le cas, il y a des œuvres comme Gravity Falls qui présentent beaucoup de bons points, mais où l'antagoniste est un des si ce n'est sa plus belle qualité. Tellement qu'il est ce qui transforme une bonne œuvre en une excellente œuvre. Mais des fois, une œuvre devient excellente, mais pas forcément à cause du méchant, sans pour autant que le méchant en soit mauvais. Ouais, j'ai mal à la tête aussi. C'est comme pour tout, des fois une œuvre de fiction devient tellement excellente de par son storytelling, son chara-design, de par plein d'éléments qui font que d'autres éléments pas mauvais, mais pas à ce niveau, sont oubliés. Si vous voulez, prenons le Seigneur des Anneaux par exemple. C'est un univers gigantesque, bien construit, avec une excellente histoire. Et en son centre, on trouve l'antagoniste Sauron. Sauron, c'est un très bon antagoniste. Que dis-je? C'est un excellent antagoniste. C'est littéralement le Darth Vader du monde de la littérature. Que dis-je? On pourrait même argumenter que c'est Vader lui-même qui est le Sauron de l'histoire du cinéma. Et si vous avez quelque chose à dire là-dessus, la section commentaires est toujours ouverte. Mais Sauron, aussi bon comme antagoniste soit-il, il n'est pas le gros point fort du Seigneur des Anneaux, dans le sens que c'est pas à cause de lui que les fans du Seigneur des Anneaux continuent de revenir à cet univers. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Kuro, l'antagoniste principal de Ori and the Blind Forest, un des jeux indés les plus appréciés au monde et mon petit favori avec sa suite qui est encore mieux. Un jeu indé, qu'est-ce que c'est? C'est un diminutif de indépendance, c'est-à-dire un jeu qui est développé par des petits studios indépendants qui n'ont pas des gros financements de multinationales qui leur permettent de sortir des AAA. Et on pourrait croire qu'un jeu où le budget est pas presque illimité, c'est un gros red flag en termes de difficulté technique et en termes de distribution. Mais dans les faits, c'est oublier un élément très important du monde du jeu vidéo. Du monde du jeu vidéo et du monde du divertissement en général, parce que la plupart des gros jeux AAA
sont développés primairement par des compagnies dont le but est de faire le maximum d'argent avec le minimum de coûts. C'est comme ça que l'industrie du divertissement fonctionne, c'est normal, c'est du business avant d'être de l'art. Mais les jeux indépendants, quand tu t'intéresses à leur histoire, quand tu t'intéresses à comment ils sont développés, plus souvent qu'autrement, tu retrouves l'histoire d'un projet passionnel porté par des développeurs dont c'est le rêve de sortir ce dit jeu vidéo. Bref, même si le résultat est même, le procédé de pensée ne l'est pas. Chez les AAA, on sort un jeu vidéo pour essayer de te vendre quelque chose, et chez les jeux indés, on sort un jeu vidéo parce qu'on veut que les gens jouent à notre jeu. Une opposition intéressante, c'est aussi comment les problèmes d'optimisation peuvent être vécus post-sortie du jeu. Chez un AAA, on va patcher les bugs et petits problèmes de programmation pour que les gens continuent de l'acheter. Et chez un jeu indé, ce qu'on va faire, c'est patcher ces debugs et problèmes, simplement parce qu'on veut sortir un bon jeu. Et oui, c'est le même phénomène que quand un studio de jeux vidéo sort un patch et qu'il est dégueulasse, versus quand des fans font des mods pour régler les bugs et tout va parfaitement. C'est vraiment juste dans le monde du jeu vidéo que cette dichotomie peut exister sans que ça pose problème. Les pizzerias, c'est des projets raides, serait-ce pour une livraison? Ouais, en fait, c'est pour ça que j'appelle. J'ai reçu ma pizza crue. Oui, nous éprouvons actuellement un petit problème avec notre four, il n'est pas encore bien installé. Alors pourquoi vous faites de la pizza si vous pouvez pas la cuire? Parce que nous vous avions promis des pizzas de qualité supérieure et au vu de l'attente, on voulait vous l'apporter le plus tôt possible. Ok, monsieur, elle n'est pas finie, votre pizza. Il manque la cuisson qui est une étape importante de l'expérience culinaire. Écoutez, je vous assure que nos cuisiniers travaillent sans relâche pour vous offrir une pizza de qualité. Patientez quelques jours et vous aurez votre pizza cuite. Je l'ai acheté aujourd'hui, la pizza, c'est parce que j'avais envie de pizza aujourd'hui. Eh bien, faites-la cuire vous-même si vous pensiez être meilleur que nos cuisiniers experts. Bonjour monsieur, je vous appelle pour vous offrir la cuisson sur votre pizza d'il y a 3 jours. Non, c'est bon, ça va aller. Il y a un gars dans mon bloc appartement qui sait cuire des pizzas à la perfection et qui le fait gratuitement juste par passion. Mais c'est un scandale. Qui oserait toucher à la recette de nos produits? Le genre de personne qui trouve scandaleux le fait de vendre de la pizza pas cuite ou des jeux vidéo pas finis. Et cette dichotomie, elle paraît parce qu'aujourd'hui, de plus en plus qu'on avance, de plus en plus que les technologies de développement du jeu vidéo sont abordables autant du point de vue technique que du point de vue financier. Ce qui fait que c'est plus facile que jamais en 2024 de sortir son propre jeu indé. Et du côté du public, généralement, ils sont assez bien reçus. On peut penser à des jeux comme Undertale qui reviennent très souvent dans les commentaires d'analyse du mal, à Rust que TechRadar a élu meilleur jeu indé à jouer en 2024, ou encore à Hades, jeu aux multiples récompenses, symbole du roguelike, un de mes jeux préférés de tous les temps, qui encore aujourd'hui se classe 5e jeu le mieux noté sur Steam de tous les temps. Le numéro 3 étant Stardew Valley, encore un jeu indépendant. Et au milieu de tout ça, nous avons Ori and the Blind Forest. Chef-d'œuvre des studios indépendants autrichiens Moon Studios, gagnant des Game Awards 2015 pour meilleure direction artistique et nominé pour meilleur jeu indé, meilleur jeu d'action-aventure et meilleure musique. Parce que oui, parlons-en de la musique, c'est une BO que j'écoute moi-même de manière relativement régulière, et là, tu te demandes pourquoi c'est Destiny qui a raflé le prix pour meilleure musique en 2015. Mais vous en faites pas parce qu'en 2016, le jeu va gagner un prix SCSW pour sa musique, mais aussi au 19e DICE Award, il va gagner pour son animation, sa direction artistique, et encore une fois, sa musique aussi nominée pour son design audio et pour le jeu de l'année et le jeu d'aventure action de l'année. Et c'est vraiment que la pointe de l'iceberg parce que Ori, c'est un jeu qui va être nominé pour 23 récompenses et qui va quand même en gagner 12 là-dessus. C'est pas rien. Mais quelque chose est assez choquant là-dessus, c'est que autant qu'il a été nominé, ce qui revient, c'est souvent les mêmes choses, à savoir la direction artistique, la beauté du jeu, les paysages, la musique, et tout ce qui entoure le monde visuel et audio. On parle jamais du gameplay qui est très bien, même s'il y a des petits problèmes qui ont été corrigés dans le 2, et on ne parle absolument jamais du scénario. Alors qu'en termes de trame narrative, Ori a quand même une histoire très touchante. Moi, Ori, j'ai une histoire assez particulière avec, dans le sens où je l'ai acheté après sa sortie et j'y ai plus jamais retouché, jusqu'à la pandémie où je l'ai redécouvert et je suis tombé amoureux de cet univers. C'était un setup parfait, je me rappelle, je jouais jusqu'à 4h30 du matin avec mon livre audio d'Harry Potter en background, je travaillais de soir à l'époque, j'étais concierge dans un hôtel. Les jeux Ori, c'est vraiment des jeux auxquels je m'attendais pas grand-chose, et finalement, les deux sont devenus un de mes 10 jeux préférés de tous les temps. Et forcément, si le jeu a une très bonne trame narrative, ça passe par Kuro, son antagoniste, qui est un point fort de l'œuvre à peine mentionné
mentionner quand on parle du jeu. Ce qui est dommage parce que la chouette aux couleurs des ténèbres mérite qu'on s'y attarde. Je vous rappelle encore une fois de vous abonner, d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire et de partager la vidéo, ce qui est très important pour son référencement. Aussi, si vous n'avez jamais joué à Ori, déjà qu'est-ce que vous foutez là, mais je vous encourage à le faire avant de visionner cette vidéo pour éviter les spoilers. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Kuro. Notre histoire commence dans la forêt de Nibel, qui est en fait un énorme biome protégé par un esprit habitant dans un arbre. Cet esprit, c'est l'esprit de Nibel, un esprit qui alimente le reste de la forêt en énergie spirituelle pour faire fonctionner cet impressionnant écosystème. Parmi ses habitants, on retrouve entre autres l'espèce quasi éteinte des Gumon, des espèces jamais nommées, mais aussi des chouettes. Par rapport à d'autres espèces très importantes du monde de Ori, les chouettes font un peu tâche dans le sens que, de prime abord, on pourrait croire que c'est des animaux primitifs du simple fait qu'ils sont incapables de parler. Mais c'est loin d'être le cas, et la preuve, c'en est Kuro. Kuro est une chouette de grande taille, aussi sombre que la nuit, mais avec des yeux qui brûlent d'un feu froid. Mais avant tout, elle est aussi une mère qui élèvera un petit nid de 3 enfants, avec un 4e encore dans l'œuf. Un jour, une feuille va se détacher de l'arbre de Nibel suite à un violent orage. Cette feuille, c'était en fait Ori dans sa forme la plus primordiale. Oui, Ori est un esprit de la forêt de Nibel et gardien de l'arbre. Et je le mentionne ici pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je vois beaucoup dans le fandom des gens dire que Ori est une femelle, ce qui n'est pas le cas. Tout ça, ça vient d'une ligne de dialogue où le personnage de Sein va faire référence à Ori en tant que elle, mais en fait, on a simplement mal compris ce dialogue parce que le elle de cette phrase fait référence à Kuro. Et c'est pas moi qui invente ça parce que les développeurs eux-mêmes ont pris l'avant-scène et ont dit que ce dialogue avait été mal compris et que non, Ori n'est pas une femelle. Ori, il n'a pas vraiment de genre défini, c'est un esprit, c'est une force de la nature, c'est à peine s'il devrait être sentient d'un point de vue technique. Mais je vais le genrer au il pour cette vidéo parce que c'est beaucoup plus facile pour la compréhension. C'est Naru, un personnage dont l'espèce n'a pas de nom, qui va finir par trouver la feuille qui se transforme en Ori. Ayant un instinct maternel développé, Naru reconnaîtra Ori comme un bébé ayant besoin d'aide et elle le prendra pour l'élever comme un des siens. Les saisons vont passer et Nibel va chercher Ori intensément pendant que ce dernier vit une vie modeste avec sa mère adoptive. Mais Nibel est un esprit surpuissant, il est presque un dieu dans la trame narrative de Ori and the Blind Forest. Et, dans le désespoir de retrouver son enfant, un soir, la lumière de l'arbre va s'allumer d'un brasier ardent. Cette lumière, c'est Nibel qui tente de retrouver son enfant. Nibel qui ne réalise pas ce qu'il est en train de faire. Pour des raisons floues qu'on va expliquer plus tard, Naru va prendre Ori et le cacher à la cave quand cette lumière approchera. Mais sans le savoir, Nibel venait de mettre sur les rails le plus grand danger de l'histoire de sa forêt. Kuro, pendant cette nuit, s'occupait de ses petits quand elle partit pour leur trouver à manger. C'est à ce moment que Nibel va déclencher sa lumière pour rechercher Ori, ne comprenant pas les conséquences qu'un tel niveau de puissance pouvait avoir. Kuro sentira le danger approcher et elle volera aussi vite que possible vers son nid pour tenter de protéger ses petits. Bien malheureusement, elle arrivera trop tard, va retrouver les corps inertes de ses enfants et se penchera en signe de deuil. Elle va aussi contempler son dernier œuf pas encore éclos, le seul de ses petits encore potentiellement intact, et elle compte bien le protéger. C'est le cœur plein de colère que Kuro va se retourner vers l'arbre de Nibel. Le orange plein de vie de ses yeux va céder sa place à un blanc à la fois froid et ardent, et la chouette va prendre son envol vers l'arbre, bien destiné à le priver de sa lumière. Pendant ce temps, Ori est toujours au sous-sol avec sa mère où ils partagent leurs provisions, jusqu'à ce que ces dernières ne viennent à manquer. Pendant ce temps, je rappelle que tu as une chouette pleine de peine et de colère qui se dirige vers l'arbre. Ori va tenter de nourrir Naru. Naru qui ne bouge plus. Naru qui ne se réveille plus. Encore une fois, Ori se retrouve orphelin. Il se mettra à la recherche de cette lumière qui l'appelait, et il va la chercher jusqu'à l'épuisement. Mais plus il appelle, plus les pleurs de Ori ne sont rencontrés que par le silence. Et c'est là qu'il va finir par s'écrouler. Mais la lumière va renaître, ramenant Ori symboliquement à la vie, et c'est là où il va trouver Sein. Si Nibel, c'est un peu le dieu de la forêt, Sein, si tu veux, c'est son émissaire, c'est son ange, c'est son avatar.
il est les yeux et les oreilles de Nibel au sein de la forêt. Alors bien sûr, Sein va tenter de guider Ori jusqu'à l'arbre, mais ça se passera pas comme prévu. Une fois arrivé devant l'arbre, c'est un Nibel endommagé que l'on retrouve. On se rend compte que, pour sauver la vie de Ori un petit peu plus tôt, Nibel a dû puiser dans ses réserves et que ça l'a laissé presque à terre. Pourquoi est-ce que l'arbre est si faible? À cause de Kuro. En colère contre Nibel pour lui avoir pris ses petits, Kuro va attaquer l'arbre des esprits, blessant et même tuant les frères et sœurs spirituels de Ori. Elle va arracher Sein à Nibel, révélant que le Sein qu'on a trouvé plus tôt dans l'aventure n'est en fait qu'un fragment laissé tomber par Kuro quand elle a lâché son emprise sur l'arbre. Pendant ce temps, Sein Prime a bel et bien été arraché de la cime de l'arbre par Kuro et elle le lancera au plus profond de la forêt de Nibel. Et comme Ori est le dernier esprit touché par la lumière, il est le seul à pouvoir rétablir l'équilibre, et ce, sur 2 fronts. Premièrement, comme l'arbre aux esprits alimentait de sa lumière les 3 noyaux élémentaires de la forêt, il va devoir y ramener Sein pour les rétablir, ces 3 éléments étant l'eau, le vent et le feu. Au cours de cette aventure, on va découvrir que Naru est en fait un enfant d'une espèce dont la mission était de veiller sur l'arbre aux esprits depuis qu'il est tout jeune. Pendant ce temps, Kuro, elle traque la moindre parcelle restante de la lumière de Nibel et de Sein pour pouvoir les détruire. Ori va premièrement prendre la direction de l'arbre de Jinzo pour restaurer l'élément de l'eau. Mais cet arbre il est scellé et la clé fut malheureusement dérobée par Gumon, le dernier représentant de son espèce. Ori va traquer Gumon jusqu'à le retrouver sous un rocher, mais le petit esprit ayant hérité de la bonne foi de sa mère, il va le libérer. Gumon, plein de gratitude, va offrir la clé à Ori et s'éloigner, perdu dans la forêt. C'est grâce à cette clé que Ori va réussir à ouvrir l'arbre Jinzo, à rétablir l'élément de l'eau, là où une surprise l'attend à sa sortie. Siégeant à la cime de l'arbre, la chouette va se retrouver devant Ori, mais semble encore plus intéressée par Sein. Ori va tenter de s'enfuir, mais Kuro le projettera dans le vide, là où la chouette va le rattraper en plein vol pour détruire cette lumière. Mais heureusement pour Sein et Ori, c'est Gumon qui arrivera pour les sauver in extremis, là où la paire d'aventuriers vont pouvoir reprendre leur chemin. C'est une forêt beaucoup plus saine que l'on retrouve les eaux de l'arbre Jinzo, ayant refait apparaître une faune aquatique digne de ce nom. Prochain arrêt, les ruines éplorées pour y rétablir l'élément du vent, là où on va devoir affronter les bois brumeux. Malheureusement, Kuro, ayant probablement compris ce que Ori essayait de faire, veille sur les ruines de loin. Il va donc falloir la passer sans qu'elle ne s'en rende compte. Le petit esprit va assommer la chouette avec un rocher pour la distraire et dégager le passage. Il va aussi lui voler une plume qu'il est capable d'utiliser comme parapente, débloquant de nouvelles zones du jeu. Perdu dans les bois brumeux, Ori va en premier lieu devoir allumer une lanterne voilée pour faire que le brouillard se dissipe et retrouver son chemin. Donc le bois, il est plus vraiment brumeux, j'imagine. Mais aussi, on trouve la clé qui permet de débloquer les ruines et donc de nous donner accès à l'élément du vent. On apprendra aussi au passage que le peuple Gumon est mort presque dans sa totalité, gelé lorsqu'un hiver éternel s'est abattu sur leur territoire. Voilà, c'est ça que Gumon tentait de faire en nous volant. La lumière, c'était de ressusciter son peuple. Mais c'est en ravivant l'élément du vent que la glace se brise et grâce à la plume de Kuro, Ori sera capable de s'échapper des ruines avant qu'elles ne s'écroulent. Et c'est là que c'est horrible parce que au-dessus des ruines, devinez ce qui se trouve? Bah, c'est le nid de Kuro. Là où on entre par effraction et on trouve un œuf solitaire. C'est là que Ori va tout comprendre. Pourquoi Kuro déteste la lumière, pourquoi elle attaque la forêt. Elle tente de protéger son dernier enfant des dangers que cette même lumière représente. Malheureusement, c'est aussi là que Kuro va arriver à son nid et nous trouvant à proximité de son œuf. Ori va tenter de s'échapper et une fois au sol, on a droit à un niveau où il va falloir se cacher des serres de Kuro. Ici, c'est un niveau assez difficile qui demandera aux joueurs de réfléchir et de faire preuve de patience pour échapper à sa poursuivante. C'est in extremis que Ori va échapper à Kuro et ensuite prendre la direction du col du chagrin pour y activer le 3e et dernier élément. La pierre solaire qu'il faudra atteindre pour débloquer la montagne étant d'une telle lumière que Kuro ne s'en approche même pas. Et au passage, puisqu'on parle de la lumière, au même moment Gumon, touché par la bonté de Ori, sacrifiera le peu de lumière qui lui reste pour ressusciter Naru, une fois pour toutes, oubliant l'idée de ramener sa famille à la vie. C'est un message très important au centre de l'œuvre. Les bonnes actions entraînent de bonnes actions
Et les mauvaises actions, comme par exemple la recherche de Nibel égoïste pour Ori, c'est ça qui a créé un véritable monstre. On arrive donc devant le mont Oru pour y rétablir l'élément de la chaleur. Seul problème, c'est un volcan aux portes de l'explosion. C'est pour ça que Naru va se précipiter à la poursuite de Ori, tentant de protéger son enfant. Arrivé au cœur du volcan, Ori se retrouve devant l'élément de la chaleur et il va le réactiver. Ce qui ne va vraiment pas plaire à Kuro. Et encore une fois, le joueur se retrouve à devoir s'enfuir de la chouette. C'est une course à travers une montagne de flammes qui s'ensuit. Une course où Kuro passe à un cheveu d'attraper Ori de multiples fois, jusqu'à ce que Ori tombe dans les flammes et que Kuro ne le laisse brûler vif, pensant avoir anéanti la lumière. Mais c'était bien sans compter sur la détermination d'Ori. Ori qui va se relever et tenter d'atteindre l'arbre de Nibel pour y restaurer la lumière. Kuro va cependant l'en empêcher. Elle attrape Ori et le balance à terre, s'emparant de Seine. Pendant ce temps, l'éruption du volcan fait se propager le feu et, comme l'arbre aux esprits n'est pas rallumé, il ne peut pas empêcher l'incendie de faire rage. C'est devant ce carnage que va arriver Naru prenant son enfant mourant dans ses bras. Kuro aura un flashback de quand elle contemplait les cadavres de ses petits et se rappelant qu'il ne lui reste qu'un œuf à sauver. C'est suite à cette prise de conscience que Kuro va s'envoler avec Seine dans ses serres et se diriger vers l'arbre aux esprits, avec la ferme intention d'y restaurer la lumière. Une explosion de cette dite lumière permettra aux flammes de se dissiper et Kuro trouvera la mort, le cœur léger, sachant que son dernier enfant a survécu à ce cataclysme de flammes. La pluie tombe et maîtrise l'incendie. Naru et Gumon forment désormais une famille avec Ori, famille à laquelle un petit dernier s'ajoutera bientôt. Ouais, Ori, c'est particulier comme histoire. C'est un petit jeu vidéo mignon qui nous présente une trame narrative qui est beaucoup plus dramatique que ce qui n'y paraît. Ouais, non, moi, mon jeu vidéo de référence, c'est vraiment Mortal Kombat. Tu sais, les fatalities, le combat, la violence. Et toi? Moi, honnêtement, je te dirais que c'est probablement Ori and the Blind Forest. C'est pas un petit jeu tout mignon pour enfants, ça? En surface, ouais, ça y ressemble. Et si t'y vas en profondeur, ça devient une réflexion sur le deuil de perdre un enfant, sur la dépression, sur le cycle de violence, et ça te montre que même à travers la colère, la peine et la douleur, aider quelqu'un, c'est toujours une bonne idée. Oh, ok. Mais ça reste un petit peu idéaliste comme façon de voir le monde. Oui, c'est pour ça que le personnage qui fait le plus de mal dans l'œuvre finit par se rendre compte de ses torts, par se sacrifier, et donc techniquement faire de son enfant unique restant un orphelin, mais elle a quand même fait beaucoup plus de bien que de mal en faisant ainsi, et elle réussit à sauver le reste de la forêt et amener cette dite forêt vers un monde meilleur. Je croyais que c'était un jeu pour enfants. Ça l'est, c'est juste qu'après l'avoir fini, si tu y repenses comme il faut, c'est aussi une grosse expérience de gameplay, une réflexion sur le concept de moralité grise. Laisse-moi deviner, c'est un jeu indé? Un jeu indé, oui. Ori, on va le dire tout de suite, c'est un chef-d'œuvre qui a su bien exploiter ses mécaniques de gameplay et la beauté de son univers et de ses personnages. Et un choix risqué mais très intéressant que le jeu a fait, c'est de ne jamais nous faire affronter le boss final. Un boss pas comme les autres. À la base, comme Kuro, c'est un antagoniste de jeu vidéo qu'il va falloir affronter. Ce que j'avais envie de faire, c'est de lui dédier une session à comment le vaincre et c'est quoi la meilleure strat à adopter. Mais le fait étant que Kuro, tu l'affrontes pas vraiment. Prenons les bases. Comment est-ce qu'on peut définir un boss? On pourrait argumenter que la mécanique de combat de boss, ça nous vient principalement de l'univers de Donjons et Dragons et que ça obéit à un certain nombre de règles. Le boss vient très souvent conclure une partie de l'histoire, si ce n'est l'histoire au complet quand on parle d'un boss final ou d'un boss secret. Et le joueur doit se montrer digne de l'affronter de par sa progression. Mais un boss aussi, généralement, c'est là où tu vas avoir droit à une belle récompense. Les jeux Souls sont assez forts là-dedans en général. Après avoir battu un boss, tu peux obtenir son arme ou un objet qui lui est intimement lié. Voire pas de récompense diégétique à proprement parler. Très souvent, un boss final, la récompense que tu obtiens, c'est le fait d'avoir fini le jeu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un bon boss, c'est pas juste un boss qui a une bonne histoire, c'est pas juste un boss qui t'offre une belle récompense. C'est un boss qui t'offre un beau combat. Vous étiez très nombreux à dénigrer Alduin de Skyrim dans la vidéo qui lui était dédiée justement parce que c'est cela qui lui fait tâche. Et c'est vrai, Alduin, c'est un boss qui est assez facile à vaincre et qui t'offre pas de vraies récompenses à proprement parler, si ce n'est une cinématique de fin de jeu. Mais c'est un peu un argument à double tranchant parce que, soyons honnêtes, Skyrim, une fois que t'as passé le niveau 50-60,
bah le jeu en général il est assez facile et les récompenses de boss ont jamais été très explicitement liées à leur quête, mais c'est plutôt une question de est-ce que tu as passé un bon moment en te rendant à ce point dans l'histoire. Et j'ai dit plutôt Kuro revient très rarement dans les conversations de qu'est-ce qui rend Ori excellent, et en vrai, ben c'est peut-être à cause de ça. Ori est un jeu d'action-aventure, mais avant tout, ça reste un jeu de plateforme, et moi les jeux de plateforme, j'adore ça. Probablement parce que je suis un gros maso. Et le focus du jeu, c'est clairement pas les ennemis, soyons honnêtes, il y a assez peu de variété de mobs à taper dans le jeu. Pourquoi? Parce que ce dernier n'est pas conçu comme un beat'em up où le but c'est de casser le plus d'ennemis possible. C'est un jeu de plateforme d'action-aventure. Dans Ori, l'environnement est plein de plateformes et d'obstacles. L'environnement, c'est ton allié et ton ennemi. C'est autant un outil très utile qu'un challenge qu'il va falloir surpasser. C'est ce qui rend le level design de ce jeu aussi particulier, mais c'est aussi ce qui fait que le combat en 1v1, ben, il est assez oubliable. Pourquoi? Parce que c'était pas le but des développeurs d'en faire un beat'em up. Alors quand on développe un jeu avec un système de combat assez secondaire, faut pas s'étonner si le personnage principal, ben, c'est pas une machine de bataille. Comprenez-moi bien, Ori possède des capacités offensives, mais plus souvent qu'autrement, vous vous retrouvez à les utiliser pour vous déplacer ou pour interagir avec l'environnement. Et après tout, c'est logique, les capacités du personnage doivent rester cohérentes avec la direction artistique du jeu, son gameplay, son environnement et son level design. C'est comme ça que le joueur réussit à ne pas tomber dans la zone de frustration. Est-ce que t'imagines jouer à Mario avec des power-ups mécaniques et skins de Sonic? Ouais, moi aussi ça me fait mal à la tête. La question étant donc, on est dans un jeu de plateforme où le combat est extrêmement secondaire. Comment faire un bon boss? On pourrait simplement nous donner un combat relativement facile ou est-ce qu'on adapte le boss aux mécaniques de combat? Mais comme les mécaniques de combat sont assez pauvres intentionnellement, bah ça ferait un boss assez oubliable. Preuve étant, dans la même licence dans Ori 2, on affronte bien des vrais boss avec des vrais patterns d'attaque et ça marche bien parce que le jeu t'offre une plus grande variété d'armes, de pouvoirs offensifs et en général, on a su développer le côté combat dans Ori 2. Sinon, on peut faire comme dans Jak and Daxter, mon jeu préféré de tous les temps, où les boss, c'est pas tant une question de les cogner que d'apprendre leurs patterns et d'attendre qu'ils se mettent eux-mêmes vulnérables. Attendez, est-ce que je suis en train de lui envoyer des boules de feu dans les balls? Donc ouais, c'est plus dans cette optique que se construit le combat avec Kuro. De prime abord, il va falloir lui échapper par la discrétion. On retrouve Kuro en background en train de rechercher Ori. Ici, la mécanique du niveau est très simple. Ori se trouve au premier plan, Kuro se trouve en arrière-plan et s'il n'y a rien entre les deux pour obscurer sa vue, elle va tomber du ciel et elle va vous one-shot. C'est un niveau qui va demander une maîtrise de chaque saut, de savoir à quelle surface on peut grimper, de comprendre l'échelle de plan et de jouer avec prudence. C'est la première leçon que le jeu nous a appris, à savoir il faut être prudent dans la forêt de Nibel. Quand tu sais qu'il y a certains joueurs en ligne qui disent que Ori and the Blind Forest a une difficulté incroyable, disant que Super Meat Boy à côté c'est mon petit poney, ouais, c'est bien la prudence. Le jeu n'est pas si dur que ça, mais ça reste quand même un platformer. Et un platformer, si tu décides d'y jouer sans bien réfléchir à ce que tu fais, bah tu meurs. Considérant le fait que le jeu a même un mode hardcore où est-ce qu'il est bloqué en difficulté maximale et où si tu meurs tu recommences au complet, je te conseille d'y aller encore une fois avec prudence. Donc ouais, surtout si tu joues avec ce niveau de difficulté, avoir un boss à qui toi tu fais pas de dégâts, qui te one-shot, bah si t'as pas appris à être patient, prudent et à bien calculer tes sauts itinéraires, je te souhaite bonne chance. Entre ensuite le deuxième combat avec Kuro où tu vas devoir mettre autre chose en pratique. Ici, tu dois t'enfuir de la montagne en feu et Kuro, elle va à peine faire partie de l'épreuve. Elle n'est là que pour le scénario. Si Ori fuit bel et bien Kuro, ce que le joueur affronte vraiment, ce sont les sols impraticables à cause du feu, les projectiles de droite à gauche. Bref, le vrai boss final, c'est encore une fois l'environnement. Et en bout de ligne, ce combat, on peut presque dire qu'on le perd. Ori est atterré et il a échoué. C'est sa bonté et celle de Naru qui vont allumer un brin d'amour dans le cœur de Kuro et elle décidera de se sacrifier pour le bien commun. Alors bon, est-ce que parce qu'on n'affronte pas vraiment Kuro, on peut dire que c'est un mauvais boss? Narrativement parlant, je crois que c'est plus complexe. Elle est bien présente dans la deuxième et dernière échappatoire. Et ici, elle fait exactement ce que devrait faire un boss final. C'est-à-dire que c'est un niveau où maintenant tu as appris à réfléchir et à bien calculer tes actions. Le jeu te fait comprendre que ça va devoir devenir un réflexe. Ce dernier niveau, il est extrêmement proche d'un Sonic dans le sens où c'est la vitesse, c'est l'improvisation, c'est le fait de savoir bien réagir à une situation et de prendre une décision efficace en une fraction de seconde qui va te permettre de sauver ta vie. Mais Kuro est bien là et c'est à son image. Si elle n'a pas
n'apparaît pas tant que ça dans le jeu, sa présence narrative se fait sentir. Au début du jeu, Sane ne fait référence à Kuro que comme elle, comme si elle était Voldemort. Et jamais on ne l'a frappée, ni même on l'affronte vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de la forêt et elle fait partie de l'environnement. Et comme on a déjà établi que dans Ori, l'environnement, c'est ton plus grand adversaire, je pense que juste le fait d'avoir Kuro à l'écran, ça la vend comme un bon boss final. Mais pas n'importe quel boss final. La plupart des boss finaux sont imposants de par leur gameplay, mais aussi de par leur narration. Le joueur a dû se taper des kilomètres et affronter ses sous-fifres pour avoir l'honneur de l'affronter. Et de le voir arriver dans l'arène nous fait trembler. C'est ce qui fait un bon boss. Mais pas d'Henri, parce que ici, rappelez-vous, le combat est secondaire. Si la plupart des boss sont très intéressants parce que après des heures de jeu, ils daignent se montrer, Kuro est intéressante parce qu'elle a su rester en background et ne pas prendre trop de place. Mais vous savez ce qui est bien avec les personnages mystérieux, c'est qu'on peut chercher des réponses. Salutationalisation, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez interagir avec moi, Instagram est le seul réseau social que j'utilise vraiment. J'y poste non seulement régulièrement mes dessins numériques, mais aussi des teasings pour les futures vidéos. Et si jusque-là vous aimez ce que vous voyez, ce dont je ne doute absolument pas, je vous redirige donc soit dans ma bio, soit dans la description de la vidéo vers ma galerie Artpal. De là, vous pourrez commander une de mes œuvres pour embellir votre chez vous. Choisissez simplement votre œuvre favorite parmi la très vaste sélection disponible. Choisissez ensuite votre support, du cadre à la toile, passant maintenant même par l'impression sur métal, et supportez mon travail tout en ayant droit à une œuvre que vous appréciez particulièrement directement sur le mur de votre chambre ou de votre salon. C'est grâce à vous, le public, si je peux continuer de faire ce que j'ai envie de faire par passion, et je suis hyper content de pouvoir finalement vous offrir quelque chose en retour. Visitez donc la description de la vidéo pour y retrouver les liens vers Instagram et Artpal. Sur ce, revenons à nos moutons. Corrompu par la lumière. Les jeux indés et le monde de la théorie, c'est un peu une histoire d'amour. Et par là, je veux dire vraiment une histoire d'amour. On connaît tous un jeu indé trop mignon, trop choupi, qui en fait est une grosse réflexion sur la dépression et les coins les plus noirs de notre esprit. Et tu joues à quoi? Oh, à Super Tomato Boy. C'est un petit jeu indé, ça vient de sortir. Ah oui, j'avais vu le trailer, ça avait l'air bien. C'est genre tu choisis ta tomate et après t'affrontes des ustensiles de cuisine. Ouais, c'est globalement ça. Et en plus de détails, ça parle de quoi? Écoute, il y a pas grand chose d'officiel, mais si tu lis les crédits d'ouverture à l'envers, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça te renvoie en l'Inferno de Dante. Donc, il y a des théories comme quoi le boss final, la super canne de tomates congelée, c'est en fait Satan qui t'attend au plus profond de l'enfer. Quoi? Ouais, genre là, tu vois, j'ouvre le comptoir de la cuisine, je sors sans le refermer, je reviens, et les mobs, ils ont tous changé, ils sont plus coriaces. Il y a beaucoup de gens qui théorisent que, en fait, là, je viens de changer de niveau de l'enfer et que j'affronte des démons encore plus puissants. Est-ce que tu peux me dire qui a développé ça? Un gars solitaire dans un sous-sol miteux avec un PC pourri, ça lui a pris 6 ans à faire et il avait juste 2 doigts. 2 doigts en tout, pas 2 doigts à chaque main. Tu peux m'expliquer pourquoi la majorité des développeurs de jeux indés sont obsédés par le fait de faire une gymnastique mentale aux joueurs pour le faire rentrer à l'intérieur de son propre esprit et le traumatiser? Je sais pas, mais le jeu il est 25 balles sur Steam et tout le monde dit que même Sherlock Holmes pourrait pas le comprendre à 100%. Ouh! Je viens de débloquer une nouvelle tomate. Ça, si je me trompe pas, ça veut dire que les armées du paradis ont entendu mon appel et que les archanges se préparent à faire face à l'apocalypse. Et c'est quoi le petit bonus dans le coin de l'écran, là? C'est soit l'avènement de l'Antéchrist, soit l'allégorie de la dépression chez l'homme adulte. Je suis pas encore sûr. Petite curiosité, ça vous fait penser à quel jeu? Mais bref, les théories, moi, vous le savez, j'adore ça et j'en ai une sur Kuro. Une théorie sur sa tombée vers les ténèbres. Commençons par le commencement. Quand on se rend sur le wiki de Ori and the Blind Forest, presque tous les personnages ont eu une affiliation, soit à la lumière, soit aux ténèbres. La lumière, c'est Nibel, c'est Sane, c'est assez explicite. Mais pour les ténèbres, c'est plus complexe. Une théorie intéressante, c'est que l'affiliation aux ténèbres, c'est simplement l'absence de lumière. Mais on a des preuves dans la narrative que c'est assez impossible. Le pourquoi du comment, c'est la fiche de Naru. Son affiliation est à la fois les ténèbres et la lumière. Si les ténèbres, c'est une absence de lumière, comment un personnage peut être affilié aux deux? Surtout un personnage comme Naru qui, depuis qu'elle est enfant, prend soin de l'arbre aux esprits et est donc étroitement liée à cette lumière. Et oui, peut-être que quand elle se met à cacher Ori de la lumière, elle est affiliée aux ténèbres, mais c'est là que c'est drôle, c'est que Gumon s'est dit qu'il a déjà été affilié aux ténèbres et que maintenant il est affilié à la lumière. C'est donc possible d'être affilié aux deux séparément à des points distants dans le temps, comme c'est possible d'être affilié aux deux en même temps.
et ce sont deux catégories d'affiliation distinctes. Déjà, possibilité à écarter, non, la lumière et les ténèbres, ce n'est pas le bien et le mal. La preuve est encore une fois Naru. Le jeu met très en avant le fait que c'est une bonne personne altruiste et toujours prête à aider son prochain, et encore une fois, elle est affiliée à la lumière et aux ténèbres. Mais alors, c'est quoi ces deux éléments? Je pense que c'est tout simplement la source de la vie de la créature qui nous intéresse. Mais pas que, parce que c'est aussi le côté que cette dite créature va servir un peu à Star Wars avec le côté obscur et le côté lumineux. Preuve étant encore une fois Gumon, on dit qu'il a été affilié par le passé aux ténèbres, mais qu'aujourd'hui, il sert la lumière. Comment je l'interprète, c'est que Gumon est une créature de lumière, mais comme il allait sacrifier cette lumière pour restaurer un membre de son peuple, se dressant contre Nibel, indirectement, il a été affilié aux ténèbres. Vient ensuite Kuro, qui elle-même est affiliée aux ténèbres purement, et honnêtement, ça colle. Elle est une chouette. Une chouette, c'est un animal nocturne, et Kuro en japonais, je tiens à le rappeler, mais ça veut simplement dire noir. Mais pour en savoir plus, on peut s'intéresser à la source de la vie. Dans Ori, toute vie semble liée de près ou de loin à l'arbre aux esprits, et après tout, ça colle à ce que nous dit la narrative. L'arbre aux esprits est au centre de la forêt, il la fournit en magie, étant relié aux trois sources élémentaires, et en échange, les habitants et autres arbres de la forêt font fonctionner l'écosystème. C'est pour ça que je fais référence à Nibel comme l'arbre aux esprits, à l'arbre aux esprits comme à Nibel. Ils sont probablement la même entité au centre de la forêt des esprits, et ils sont son cœur, ses poumons et son cerveau. Et c'est ce qui fait que cette lumière est dépeinte comme bonne. Mais si la lumière est réellement bonne, pourquoi est-ce que, à son contact, les chouettes sont mortes? Eh bien, d'après moi, on peut trouver la réponse en les regardant dans les yeux. Les chouettes dans Ori ont tous une paire d'yeux brûlantes, chaudes comme une flamme, jusqu'à ce que Kuro perde ses petits, ou ses yeux vont devenir blancs, froid et vide. À partir de ce moment, il est dit que le but de Kuro n'est que la vengeance et la colère. Mais je me demande si ça cache pas quelque chose d'autre. Je pense que l'affiliation ténèbres et lumière dépend entièrement du lien qu'entretient une créature avec les trois sources élémentaires. Ici, en fait, c'est un petit peu un mélange de tout. Un mélange de l'idée que c'est la source de la vie, un mélange de l'idée que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et si, pour être lié à la lumière, il fallait être lié aux trois sources, et que le fait d'être lié à aucune des trois, à une ou à deux, même avec une seule manquante, suffisait à faire que tu n'as pas de lien avec la lumière et que tu es donc techniquement allié aux ténèbres. Ça nous ramène encore une fois à Kuro. Son nid se trouve proche des ruines qui abritent l'élément du vent, mais elle n'est en rien liée avec l'eau. Et pour le feu, on a les yeux des chouettes, où justement, c'est ce feu qui brûle en eux qui scellera leur destin. Et si les chouettes étaient connectés à la source de la chaleur, s'ils avaient un feu à l'intérieur qui les garde en vie? On pourrait croire que c'est pas ça la mission de la source de la chaleur. On pourrait croire que c'est de réguler le climat. Mais rappelez-vous, non, ça c'est la source du vent qui le fait. Alors à quoi sert la source de la chaleur si le vent empêche la glaciation de la forêt? Probablement que c'est la source de la vie, c'est ce qui connecte les êtres vivants de la forêt des esprits. Après tout, le feu c'est l'élément de l'énergie, c'est l'élément de la vie, c'est l'élément qui les anime à l'intérieur. Et ma théorie est que chaque être vivant a une flamme de vie qui brûle en lui. Et ça expliquerait pourquoi quand la lumière a touché les bébés de Kuro, ils sont morts. Il existe un phénomène propre au feu où on peut juste pas avoir trop de flammes sinon elles s'éteignent. Augmenter l'intensité d'un feu de forêt, c'est une mesure de dernier recours chez les pompiers pour que le feu finisse de brûler son carburant et ça le prive d'oxygène. Et si c'était ce qui s'était passé avec les bébés, la flamme en eux a tellement été attisée qu'elle en est morte. Regardez les corps, ils ne semblent pas endommagés, ils sont simplement à terre, inertes, comme si quelque chose en eux s'était éteint. Et quand Kuro rush pour les sauver, ses yeux commencent à luire de cette lumière blanche quand la lumière la touche. C'est encore une fois le feu qui vient s'attiser, mais Kuro étant une chouette adulte et très puissante, elle est probablement capable de prendre une flamme plus intense que ses bébés nouveau-nés. Parce que oui, regardez, après avoir été touché par la lumière, ses yeux, ils deviennent blancs. Et une flamme blanche, c'est exactement ça. C'est une flamme bien plus chaude que le orange des yeux de Kuro avant le toucher de la lumière. Et ses yeux vont une fois pour toutes virer au blanc quand la lumière la touche encore, supportant l'idée que la lumière vient attiser le feu en elle. Mais si le feu en Kuro est attisé, c'est probablement qu'il devient plus grand et plus chaud que ce qu'il devrait être. Tu m'étonnes que Kuro est devenu
Il n'est même dit qu'elle n'approche pas de la source de la chaleur parce qu'elle craint cette lumière, sûrement qu'elle le sent que ce feu ne doit pas continuer de s'attiser, sinon elle risque d'y rester. Elle est une créature de ténèbres, la part de flamme en elle ne doit pas être si grande, alors maintenant que la lumière vient créer un brasier, ça doit la consumer de l'intérieur comme la perte de ses petits l'a consumée, l'enveloppant dans une jolie métaphore. Et c'est cette lumière qui va l'achever. Regardez comment elle meurt consumée par la lumière. Par contre, tout autour de l'arbre, il n'y a absolument rien de détruit si ce n'est ce que le feu a touché. Et c'est grâce à la pluie amenée par l'arbre que les feuilles et les fleurs vont pouvoir repousser. C'est à mon sens ce qui est triste chez Kuro. Elle vit dans une forêt de lumière, mais étant une créature de ténèbres, elle et ses petits n'ont jamais été en sécurité. Du simple fait que de toucher cette lumière peut les consumer de l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est foncièrement mauvaise. Elle est en deuil, elle est en peine, elle est en colère, mais pas méchante. Elle a su se sacrifier pour le bien de tous, pour le bien de sa progéniture, faisant une fois pour toutes la paix avec la lumière. Dans Ori and the Will of the Wisp, la suite, on peut apercevoir une constellation de Kuro indiquant qu'elle veille sur sa fille Ku, qui a grandi avec Ori et qu'elle a pu faire la paix avec l'arbre aux esprits. Un destin bien intéressant pour ce qui n'est qu'un animal volant. Kuro, l'antagoniste. Moon Studio, avec Kuro, ont su construire un très bon antagoniste, dans le sens où son opposition au protagoniste et à ses alliés est très intéressante. Déjà, de base, c'est une chouette, et ici, je vais casser le mythe tout de suite, mais non, la chouette n'est pas la femelle du hibou. Ce qui vient différencier le hibou de la chouette, entre autres, c'est les aigrettes, c'est-à-dire ces petites excroissances qu'on retrouve sur la tête du hibou, et le fait qu'à pareil âge, le hibou soit un petit peu plus grand. Mais chouette ou hibou, le fait étant que les deux sont des rapaces et d'excellents prédateurs. Surtout, c'est des prédateurs nocturnes. Donc ouais, forcément, ils voient assez bien dans le noir, mais ce qui est intéressant, c'est surtout leurs oreilles. Les chouettes ont un visage concave, c'est-à-dire qu'il est creux rentré sur lui-même, ce qui va l'aider à capter les ondes sonores. Mais en plus, leurs oreilles ne se trouvent pas à la même hauteur, ce qui leur permet de comprendre d'où vient le son. Bref, la chouette, c'est un animal qui entend très bien et qui sait analyser la provenance des sons qu'elle perçoit. Pas exactement le genre de prédateur duquel t'as envie d'avoir besoin de te cacher. Tu ajoutes à ça que c'est littéralement un des oiseaux les plus silencieux au monde qui déplace à peine d'air quand il vole. La BBC ont fait une expérience assez intéressante là-dessus. Ils ont placé des micros hypersensibles sur le parcours d'un pigeon, d'un faucon et d'une chouette pour analyser les sons qu'ils font en volant. Et le résultat, il est incroyable. Nos technologies sonores ont de la misère à capter le vol d'une chouette. Et dans Ori and the Blind Forest, tu dois te cacher de ce prédateur. On parle beaucoup d'Ori comme d'un jeu fantastique, on parle beaucoup d'Ori comme d'un jeu d'action-aventure, comme un jeu de plateforme. On n'apprécie pas, à mon sens, le potentiel qu'il aurait eu comme étant un jeu d'horreur. La chouette est donc un oiseau de proie rapide et sournois, qui vole silencieusement, qui perçoit les sons et voit très bien dans le noir. Tout ça et le fait que instinctivement elle sait très bien utiliser ses outils, c'est ce qui la transforme en prédateur redoutable. Alors comme ça paye pas de mine, mais quand tu joues à Ori et que tu incarnes un personnage qui fait maximum 70 cm selon les estimations et que tu dois te cacher d'une chouette gigantesque, ouais, là tu te chies dessus. Ça renforce ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi c'est un biome géant où l'environnement fait partie du gameplay. Et Kuro n'est pas juste un antagoniste, elle est avant tout un prédateur et pas des moindres. Sans parler du fait que Ori, regardez-le, c'est clairement une inspiration de petits rongeurs et petits mammifères, proie de prédilection des chouettes. L'antagoniste est un prédateur redoutable, le protagoniste est une proie de choix. Ça met les niveaux de puissance à jour. Et justement, parlant d'Ori, qui a une belle opposition avec Kuro dans sa narrative. Ori est un orphelin. Il a perdu ses parents 2 fois. Il sera amené loin de l'arbre aux esprits, qui est son père biologique, si je puis dire, et sa mère adoptive Naru va mourir de faim devant lui. Entre ensuite Kuro, qui elle est une maman qui a perdu ses enfants. Sort horrible qu'on ne souhaite à personne. La mort est une partie normale de la vie. Il ne sert à rien d'essayer de l'éviter. Mais ce n'est pas naturel qu'un enfant meure avant son parent. C'est pour ça que c'est aussi horrible. C'est parce qu'aucune maman ne devrait enterrer ses enfants. Mais d'une façon ou d'une autre, Kuro et Ori, c'est une perte importante d'un membre de la famille qui va les plonger en deuil. Et dans l'absolu, ce qui est important, c'est comment ils y réagissent.
Quand Kuro perd ses enfants, sa réaction sera d'attaquer l'arbre pour s'assurer que rien ne puisse plus jamais faire de mal à son dernier petit encore pas éclos. Quand Ori perd Naru, il est triste, il est abattu, mais ce qu'il trouve, c'est la lumière de Sein. Ici, Ori voit l'occasion de faire une bonne action grâce à Sein et d'honorer ce que sa mère lui a transmis comme valeur. Et il le fait, pas par orgueil, mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Ce qui intéresse Ori, c'est de faire le bien, versus ce qui intéresse Kuro, c'est de faire ce qu'elle pensait bien, à savoir protéger son enfant. Et cette logique va vite s'évaporer. En voyant Naru protéger Ori, elle comprend. Elle comprend qu'elle n'est pas la mère qu'elle croyait être, mais qu'elle est devenue aussi un véritable démon. Elle comprend qu'elle a mal agi et que l'amour qu'elle porte à son enfant qui arrive ne justifie pas de blesser celui d'un autre et de faire du mal autour d'elle. Se retournant pour expier ses péchés, elle avait probablement les idées claires. Elle comprendra que si elle veut être une mère digne de ce nom, elle doit prendre exemple sur Naru. Naru, qui elle non plus n'a pas été parfaite, rappelez-vous qu'elle a caché Ori quand la lumière est arrivée. On pourrait croire que c'est parce qu'elle avait peur que cette lumière ne vienne blesser son enfant, mais on parle de Naru. Naru qui a pris soin de l'arbre depuis qu'il n'est qu'une petite pousse. Elle sait très bien que cette lumière ne fera pas de mal à Ori. Elle sait aussi qu'elle ne lui fera pas de mal à elle. Oui, forcément, quand tu prends soin d'un arbre depuis que c'est une toute petite pousse, la magie qu'elle dégage, même si c'est techniquement une espèce de réacteur nucléaire magique, tu sais ce qui en sort étant ici Ori, et tu sais que ça te fera pas de mal ni à toi ni à lui. Ça où elle a vraiment pas prêté attention à ce qu'elle a fait depuis le jour de sa naissance. Non, Naru savait ce qui se passait. Elle savait que l'arbre recherchait Ori, et elle l'a caché pour ne pas devoir le rendre aux esprits. Et elle a payé, elle en est morte de faim avant de ressusciter, et elle a réalisé que ce qui était important, c'était purement le bien-être de Ori, et qu'elle va tout donner pour le sauver. Sans parler du fait que c'est indirectement parce que Naru a caché Ori que les petits de Kuro sont morts. Oui, forcément, si Naru avait pas caché Ori, la lumière aurait jamais atteint le nid de Kuro et tout aurait pu être évité. Mais Naru a payé. Elle a évolué et c'est ce que Kuro a compris qu'elle devait faire. Elle comprend qu'elle doit prendre exemple, qu'elle ne pourra pas protéger son nouveau-né indéfiniment, mais que ce qu'elle peut faire, c'est de réparer son erreur, de se sacrifier comme Naru s'est sacrifié et de faire confiance à cette mère qui lui a transmis une bonne leçon et qui a bien élevé Ori pour être un héros, afin qu'elle puisse offrir à son oisillon la vie dont elle rêvait offrir à ses frères et sœurs. Sur ce, mes amis, Kuro la Chouette, définitivement pas un personnage omniprésent dans son œuvre, mais une de mes icônes du gaming préférées. Pour son alignement donc, comme elle a énormément souffert et qu'elle pense agir en bien, mais que son but reste quand même la vengeance pure et dure, je vais l'envoyer à Chaotique Mauvaise avec un bon penchant pour Chaotique Neutre. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour une autre analyse du mal sur un autre personnage de l'histoire du gaming. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait parler et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche ainsi que de laisser un like et nous suivre sur Instagram au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.